c'était pour produire cette bibliothèque africaine dont vous avez entendu parler hier. Alors, comment faire s'il y avait énormément de problèmes de tout sortes là, mais je veux juste dire comment on a essayé de régler le problème de l'accès aux revenus pour faire la recherche, parce que c'est important ce qui s'est produit ailleurs. On s'abonnait à un certain nombre de revenus qui étaient importants et on créait des revues également pour permettre aux Africains de publier davantage dans la recherche disponible partout. Et on envoyait des publications de connaissances dans les bibliothèques universitaires avec tout ce que ça pose comme problème de postes, d'accès, de problèmes politiques, tout ça. Et chaque ouvrage publié, à Mali est en passé de distribuer dans les bibliothèques universitaires. Et pour toutes les raisons qu'on connaît, l'accès aux bibliothèques de la famille après les histoires, ça fait de la réalité. Mais ce qui a été vraiment un changement au niveau de connaissances, quand on a commencé avec l'Internet, à mettre en vie ce qu'on publie. Ça a réglé beaucoup de problèmes. Ça coûtait cher. C'est à peu près un peu le calcul là. C'est à peu près autour de 5 francs CFA, $10 à l'époque. Ça coûtait d'envoyer un ouvrage de Dakar à l'Université de Botswana, par exemple. On fait ça pour 300 livres en anglais et 300 livres en français, par rapport à l'université. Donc le coût était énorme financièrement. Et c'était dans aucun budget. À un moment donné, il y avait un valeur qui avait de l'argent pour ça. Le mise en ligne de publication permettait l'office d'être un peu partout. Et les gens pouvaient accéder aux publications qui étaient mises en ligne. Et alors, on a également, et ça c'est pas ce que vous avez dans le stade, pour être visible avant la mise en ligne, nous apprenons, les maisons d'édition africaines sont mises ensemble pour créer ce qui s'appelle African Books Collective. African Books Collective, c'est un collectif donc des lecteurs africains qui ont embauché quelqu'un, une anglaise, qui était assise à Oxford, et qui diffusait les ouvrages publiés en anglais par le professeur et dans le monde entier, dans le reste du continent. Donc c'était aussi abouti aussi difficile. Donc tous ces problèmes-là sont réglés par l'édition du par notre société aussi. Alors c'est pas mal. Aborde ces questions du point de vue donc, de la liberté d'accès aux données scientifiques et aux publications, mais également, parmi les éléments de la relation, c'est également les questions qu'on aborde moins souvent, telles que l'évaluation, de quelle manière la science ouverte et la mise en ligne des données et la permettent d'arriver à une évaluation donc, de ce qui est produit un peu partout. Ça aussi, vous connaissez à l'Atlantique. Ils ont essayé de créer un index africain de ces aspects, African Scientific Services Index, en collaboration avec l'Indian Scientific Index. Et le but était celui-là justement, pour dire que finalement, on a tous les problèmes du monde à se faire rendre visible, mais on ne sait même pas ce qui se produit au niveau du continent. On n'a pas les mécanismes pour collecter, mesurer, mettre ensemble et rendre visible ce qui se produit au niveau du continent et avoir un processus cumulatif, justement par rapport à la production. Donc, un ensemble de tentatives qui ont été faites avec énormément de problèmes pour pouvoir faire l'ensemble de là. Et nous avons donc discuté de ces questions à partir d'exemples beaucoup plus contemporains et de la plupart récente. Vous allez voir que c'est intéressant comme expérience. On a 4 intervenants. Le premier, c'est Julie Kara-Datoum, qui est professeur de statistique et de gouvernance des systèmes éducatifs à l'Université polytechnique de Mohamed VI au Maroc. Voilà, il va être le premier intervenant. Et ensuite, nous allons entendre Valérie Delaunay. Valérie qui est chercheur à l'IFD, démographe, laboratoire population, environnement, développement avancé. Ensuite, nous allons entendre Gilbert Babena. Gilbert est enseignant-chercheur à l'Université de Maroua au Cameroun. Il est linguiste. Il est secrétaire général du Grenier des Savoirs. C'est une plateforme de revue scientifique. Gilbert va intervenir dans ce cas en quatrième position. La troisième position, c'est Abdou Bokar Sow, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication. Sa thèse porte sur les pratiques informationnelles et info-communicationnelles, examinées en rapport avec la représentation sociale. Il est présentement chef de la documentation à l'École supérieure
Avant de commencer, je me permettrai de parler du Codestia 30 secondes parce que la toute première subvention de recherche que j'ai obtenue à vie venait du Codestia en 2006, où j'étais en dernière année d'agroéconomie au Bénin et j'ai obtenu cette subvention-là de $5 000 pour faire une recherche sur les pêcheurs migrants le long de la côte ouest africaine. Et ce fut d'ailleurs aussi ma première publication parce que le Codestia a publié mon mémoire à la fin. Voilà. Donc, ma présentation, ce n'est pas tellement une présentation scientifique, entre guillemets, c'est un récit d'expérience. Donc, sur les boutiques de sciences, sur la contribution que les boutiques de sciences peuvent apporter à la responsabilité sociale des universités, mais aussi à la visibilité de la science plus globalement en Afrique. Je commence par quelques interrogations. C'est des interrogations qui sont très très pratiques au continent africain, mais idéologiques en quelque sorte. Est-ce que l'université doit, par exemple, évaluer, classer, sélectionner, puis rejeter les plus faibles? Ou plutôt, c'est un lieu où on accompagne, où on renforce, où on appuie, on encourage les plus forts, mais aussi les plus faibles. Qu'est-ce qui se fait souvent dans nos universités? On pourrait faire le débat. Est-ce que c'est un lieu pour produire des modèles d'individus qui sont indifférenciés, qui sont dotés d'un même savoir exactement, validés par les mêmes examens, ou plutôt un endroit pour respecter les forces et les faiblesses de chacun, renforcer les talents et les sentiments de compétence ou d'efficacité personnelle? Enfin, est-ce que l'université, c'est un lieu pour préserver une coupure et une hiérarchie entre les instruits et les autres, donc les universitaires et la société? Ce sont des débats, donc, comme je l'ai dit, très pratiques, mais aussi idéologiques. Et lorsqu'on entre dans le cercle des boutiques de sciences, c'est qu'on fait le choix de défendre l'accompagnement, le renforcement des capacités, l'encouragement de l'ensemble des étudiants, peu importe leur niveau, le respect des forces et des faiblesses, mais aussi le fait de briser les barrières entre les universitaires et la société de façon plus générale. Alors, dans un travail qu'on a réalisé avec Florence Piron, regretté Florence Piron, décédé et anciennement professeur titulaire à l'Université Laval, on a identifié 9 injustices cognitives dans un article que je vous invite à lire, qu'on a titré « Une autre science est possible ». Les 9 injustices cognitives, je ne vais pas les parcourir, mais il y a 2 qui m'ont interpellé dès que je suis retourné autour des fin de l'année 2016 au Bénin pour commencer à enseigner. Ce sont les barrières financières, légales et numériques dans l'accès aux publications. Donc, comme moi, j'avais l'habitude depuis plusieurs années à l'Université Laval et à l'UQAM au Québec, donc je retourne au Bénin, je reformate quand même mes cours, j'arrive avec un cours en démographie sociale, je mets des références, les étudiants ne peuvent pas accéder aux articles. Une coupure entre les priorités de la recherche et celles de la société, des communautés locales. Donc, je vois des collègues qui postulent à des appels à projets qui n'ont probablement pas de lien avec l'intérêt des populations, mais c'est parce que c'est là qu'on peut aller chercher un peu de moyens financiers. Je vois des thèmes qui ne sont pas les préoccupations les plus importantes au sein de la communauté locale. Donc, des étudiants qui se consacrent à des thèmes pour des raisons qu'on ne saurait identifier. Et donc, je décide avec l'expérience de Accès Savoir, qui est la boutique de sciences de l'Université Laval où j'avais par ailleurs travaillé, de répliquer la même chose, mais de l'adapter véritablement au contexte du Bénin. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'une boutique de sciences, tout ça, on va en parler
peut-être un peu tout à l'heure, mais le fondement même d'une boutique de sciences, c'est autour de 5 priorités. C'est d'abord le respect de l'intégrité et de l'éthique de la recherche. La notion de participation revêt tout son sens ici, parce que depuis l'identification des thèmes de recherche jusqu'à la validation des résultats de recherche, les populations ou les acteurs les plus concernés sont impliqués. C'est aussi la co-construction donc des solutions et même des projets de recherche. C'est aussi la reconnaissance de la capacité donc des acteurs qui ne font pas partie du milieu universitaire de produire quand même des connaissances, donc d'apporter une expertise. Il s'agit aussi de reconnaître mutuellement les savoirs locaux, parce que les savoirs locaux sont bafoués parfois par des universitaires, mais aussi parfois par la population locale. Et en fin de compte, de pouvoir mettre en commun les résultats de recherche et les mettre à disposition du public et des autres chercheurs. Donc, la première chose qu'on a essayé de faire, c'est d'abord de créer une boutique nationale au Bénin, donc on a appelé à l'Avotoji. Et ensuite, compte tenu d'un certain nombre de difficultés, puisque moi, j'étais enseignant à Parakou, donc au nord, la boutique de Parakou s'est autonomisée et a pris le nom de Siabani, donc pour s'implanter à l'université de Parakou. Première chose ensuite qui a été faite par cette boutique, c'est de demander les autorisations au niveau du rectoral, et on a eu très rapidement une reconnaissance verbale, et je vous rassure, 5 ans après, c'est resté verbal. Et donc on a commencé nos activités en 2017 avec une orientation qui est adaptée aux besoins. Quelle orientation? D'abord, sur un modèle de boutique enrichi, donc orienté vers la formation des étudiants d'abord, avant de se déployer vers les populations, mais aussi une orientation vers le numérique. La boutique des sciences offre alors un cadre de concertation entre les populations, donc l'environnement socio-économique de l'université, et les acteurs universitaires, donc les étudiants et les profs. Sa vision, donc, c'est de permettre de transformer le régime pédagogique en y intégrant notamment un fort intérêt pour les problématiques de développement local, mais aussi une adaptation donc, de la pédagogie active, de l'apprentissage par compétences professionnalisantes, donc des exemples concrets dans le milieu qui sont étudiés et intégrés dans les plans de cours. Elle nous permet aussi de mieux faire correspondre le contenu des programmes aux besoins locaux et de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés parce que ces derniers travaillent directement sur les priorités des acteurs du milieu. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai dit. La boutique des sciences sert donc d'interface entre la société civile, les étudiants, les profs et la population de façon plus générale. Je parcours ici très rapidement, je pourrais pas aller dans les détails, les projets sur lesquels on a le plus travaillé au niveau de la boutique des sciences en un peu plus de 4 ans. D'abord, on a pu créer un lieu de fabrication numérique et technologique au profit d'élèves, étudiants, de jeunes, déscolarisés, donc du milieu autour de Parakou. Un projet très important c'est le projet de recherche sur la gestion des scolarités universitaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès que j'arrive, je constate que les notes sont saisies à la main, que les calculs sont faits avec des calculatrices, etc. Et donc, je décide de faire ce projet-là, mais sous forme d'un post-doctorat en sciences de l'éducation. Et finalement, c'est ça qui m'amène dans les sciences de l'éducation, qui n'est pas mon domaine à la base. Donc, j'ai fait un post-doctorat, mais ça nous a permis de réaliser un logiciel qui permet de gérer les études, donc de gérer les notes, de gérer les communications avec les étudiants, et donc qui est adapté au contexte. Le projet Yanaï, qui a permis de créer une dizaine de boutiques de sciences en Afrique de l'Ouest, donc dans plusieurs pays, au Bénin, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire.
On a donc pu aider d'autres boutiques de sciences à émerger dans les universités. Le projet Transco, qui est toujours en cours actuellement, financé par le programme Apprendre de l'AIF. On a fait aussi un projet de médiathèque des cultures en collaboration avec une radio communautaire à Parakou. On a contribué aussi beaucoup au projet d'ICAMES, qui est une archive ouverte du CAMES. Beaucoup de gens ne le savent pas. Aujourd'hui, le CAMES gère vraiment le DICAMES. Mais l'idée de base était partie donc de Accès Savoir en collaboration avec le boutique des sciences. On a pu conduire ce projet. On a contribué à l'édition d'ouvrages de plusieurs revues à l'Université de Parakou, des collectes d'ouvrages dans des pays partenaires qu'on a ramenés à l'Université de Parakou. Mais l'autre chose qui a été très très importante, c'est l'empowerment des étudiants. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui étaient les piliers de la boutique de sciences qui, grâce au financement qu'ils ont reçu pour participer à des colloques, pour rédiger des articles, etc., ont pu s'orienter vers des doctorats, des masters, etc., dans beaucoup d'universités en Afrique comme hors de l'Afrique. Et ça, c'est une véritable fierté pour la boutique des sciences. Alors, je vais finir peut-être par quelques enjeux importants. Il reste vraiment une prise de conscience au plus haut niveau parce que c'est un petit groupe qui s'est mobilisé, etc. Il y a un souci décolonial auquel il faut faire attention, un souci aussi pour rester non aliénant parce que la technologie ne fait pas tout, donc il faut faire attention à ça. Une meilleure implication de l'ensemble des acteurs, un questionnement collectif et explicite sur la culture, les valeurs et les savoirs locaux, et une compréhension des rapports sociaux, des enjeux entre l'université et son milieu. Et je finirai en disant que cette expérience non seulement a eu des impacts sur l'université, sur le milieu local, mais aussi sur ma personne en tant qu'individu. Cette année, j'ai été distingué comme meilleur chercheur francophone de moins de 40 ans par l'AIF. Et c'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que je suis dans les universités un peu partout, mais je pense très très sincèrement que cette expérience a contribué beaucoup dans cette discussion. Merci beaucoup. Chers collègues, merci. C'est tellement fascinant comme expérience. C'est parti du Bénin, devenu régional. Et un point qui me paraît important que vous avez souligné, c'est un peu la question des savoirs locaux. Là. Je crois que c'est... On a une communauté intellectuelle, on a un monde de savoir qui est fragmenté. Et l'une des plus grandes fissures, c'est celle qui existe entre les intellectuels, soi-disant, et les savoirs, orophones et les autres, et les non-orophones. Là, tenir compte de ça, là, c'est vraiment important, je pense. Merci, on va entendre parler du projet d'ICAM dans une présentation. Mais avant de continuer, je profite je l'ai fait aussi. On a l'honneur d'avoir 2 membres du comité exécutif du CODESRA ici, qui sont assis ici avec nous. Merci d'avoir choisi d'être à ce panel-là. Ils sont dans le comité, ils sont actifs. Et merci également à Laurent de saluer. J'aurais dû le faire aussi au départ. Merci. On va revenir sur le que vous avez soulevé. La prochaine présentation est faite par Valérie Delaunay. Valérie, je vous ai dit, est chercheur à l'IRD, le démographe. Et elle va nous parler de OPSO, Open Science, right? De l'ouverture des données anciennes à l'évolution des pratiques de l'Observatoire Population Santé Environnement du Sénégal. OPSO, c'est Observatoire Population Santé Environnement du Sénégal. Et Valérie, vous avez la parole pour aussi une dizaine de minutes. Je ne vais pas revenir en arrière, donc j'ai été présentée, je ne vais pas me représenter. Et donc moi je vais vous faire part en fait de partager une expérience d'un projet d'ouverture des sciences autour d'un projet d'un réseau d'observatoires existant déjà au Sénégal
depuis plus de maintenant, enfin le plus ancien pourrait célébrer ses 60 ans cette année. Donc ici, je vous présente un peu donc, ce réseau d'observatoires. Donc il s'agit de 4 observatoires au Sénégal, qui sont des observatoires, pour 3 d'entre eux, des observatoires de population. Ça veut dire qu'on suit dans un certain nombre de villages, on suit les populations, c'est-à-dire on suit les entrées et sorties, les naissances et les décès, ce qui permet de produire des indicateurs démographiques. Donc on a un suivi démographique, socio-économique, on a aussi des suivis sanitaires sur les questions des maladies ou les causes de décès. Et puis pour l'un d'entre eux, pour le site de Niarar, on a aussi un suivi environnemental. Donc ces sites présentent une grande variété. Donc vous voyez, ils sont répartis au Sénégal. On a le site de Bandafassi au Sénégal oriental, Mlomp en Casamance, Niarar dans le Sine et le site de Delmondiop qui est dans le Saloum. Donc une grande diversité à la fois en termes de population, d'écosystèmes, etc. Donc ces sites constituent une véritable plateforme d'accueil pour des projets scientifiques, mais aussi en termes de formation pour l'accueil d'étudiants en master, en doctorat, et donne un fort potentiel pour étudier les enjeux de société et de développement, pour comprendre leur dynamique, pour conduire des analyses comparatives, produire des indicateurs suivis et évaluer les effets de certaines interventions et ainsi éclairer la décision publique. Alors aujourd'hui, je voudrais donc relever le fait que ces observatoires sont entourés d'un consortium qu'on appelle OPSE, pour Observatoire Population Santé Environnement. Et je voudrais ici saluer les efforts de Laurent Vidal, qui a été le premier à prendre son bâton de pèlerin auprès de tous les partenaires potentiellement intéressés par ces sites. Et donc ça a été un parcours un peu long. On a commencé en 2016 et que la signature de consortium s'est faite en 2020 et Isabelle Henry a pris la suite. Et donc le consortium réunit aujourd'hui au niveau du Sénégal 5 universités, 3 centres de recherche et 2 agences. Et aussi, ce consortium réunit 3 centres de recherche français. Donc, les objectifs de ce consortium, c'est de s'appuyer sur la recherche, la formation et l'aide à la décision. Et rapidement est apparu ce besoin de pouvoir partager et ouvrir les données, de documenter aussi tout ce corpus de connaissances en fait, divers et variés, rassemblés par un grand nombre de chercheurs, et dont les données et les résultats sont assez éparpillés. Donc pour répondre à ce besoin, on a monté un projet qui s'appelle Open OPSE, qui est porté essentiellement par l'IRD et le CIRAD, mais auquel l'ANSD participe très activement. L'ensemble des membres du consortium OPSE font partie du comité de pilotage. Donc, ce projet est soutenu par l'ambassade de France, par un fonds de solidarité pour les projets innovants, et à une durée de 2 ans. On est dans la 2e année, donc il va se terminer à la fin de l'année. Alors, les 2 grands objectifs de ce projet, vous voyez ici, donc le premier gros objectif, c'est l'ouverture des données, où on a un axe sur les données en population, un axe sur les données environnementales et un axe sur les données sanitaires. Donc, ces 3 types de données sont d'ordre différent et demandent des réponses en fait, différentes en termes d'ouverture. Et puis, on a un deuxième objectif qui porte sur la valorisation et la formation, dans lequel on travaille sur toute la question des entrepôts de données, la question de la valorisation des résultats de la recherche et la question de la formation à la science ouverte. Alors, pour ce qui est des données de population, donc on dispose comme les observatoires, en fait, il s'agit donc ça porte sur les 3 observatoires de Niarar, Mlomp et Bandafassi. On a donc 60 ans d'observation avec un cumul, un suivi continu des données de population, mais aussi des enquêtes plus ponctuelles sur des questions plus particulières, que ce soit démographiques, sur la fécondité, le mariage, la scolarisation, des enquêtes qui ont trait à la santé, sur la santé sexuelle et reproductive, l'accès aux soins, etc. Ou plus récemment des enquêtes sur les comportements et
les connaissances et les comportements face au changement climatique. Donc on a une information qui est très riche, qui est pluridisciplinaire, sur les caractéristiques sociales, économiques et sanitaires sur une longue durée, mais donc des données qui sont difficiles d'accès. Donc on a travaillé avec l'ANSD, l'Agence nationale de la démographie et de la statistique, qui dispose d'un entrepôt de données qui est particulièrement adapté aux données d'enquête en population. Et donc on a créé dedans une collection qui s'appelle OPSE, dans lequel on entrepose donc les données qu'on documente. Donc aujourd'hui, on a identifié près d'une trentaine d'opérations de collecte différentes. Il y en a pour l'instant 12 qui sont vraiment documentées et 9 qui sont aujourd'hui déjà déposées sur l'entrepôt de données. Donc si vous allez sur le site de la NATS, vous pouvez les trouver, vous pouvez avoir accès à toutes les métadonnées, c'est-à-dire le descriptif de l'enquête, les conditions d'enquête. On a accès au dictionnaire de variables. On a accès à toute la documentation connexe, c'est-à-dire tous les questionnaires, tous les outils d'enquête qui ont été utilisés, mais aussi les productions et les publications. Et on peut avoir, c'est pas un accès libre aux données, mais c'est un accès sur demande aux données. Donc ça, moi je ne vais pas revenir là-dessus, mais on parlera peut-être dans les discussions de la question de l'anonymisation. Alors sur le volet des données environnementales, on a fait tout un travail on a constitué une base documentaire, on a constitué une base de données instrumentées, une base de données géoréférencées et une base d'images. Alors juste pour illustrer ce propos, donc voilà, donc on a une base Zotero qui porte uniquement sur Niarart depuis les années 60. On a pu identifier plus de 500 références qui ont trait aux questions environnementales. Vous voyez beaucoup d'articles de revues, d'ouvrages, chapitres d'ouvrages, mais aussi des présentations de colloques, des rapports, des thèses ou des documents vidéo. Donc cette recension n'est pas exhaustive, mais on commence à avoir quand même beaucoup de choses. Pour ce qui est des données biophysiques, donc là elles sont entreposées dans un entrepôt de l'Observatoire Midi-Pyrénées en France, qui s'appelle CEDU, qui est très approprié pour ce type de données. Et donc ici, en termes d'avancement, on a identifié plus de 120 jeux de données, dont une cinquantaine de données sont déjà archivées. Et pour l'instant, ce sont uniquement les métadonnées qui sont entreposées, mais les données vont bientôt être aussi entreposées. Ça, c'est une illustration du système d'information géographique. Donc, il y a eu selon les projets, beaucoup de projets ont permis de constituer des informations géographiques. Donc, ici, le travail, c'est de tout remettre ensemble pour pouvoir rendre disponible en fait tous les travaux. Donc vous voyez ici la zone de Niarart, donc avec des travaux qui débordent de la zone de Niarart sur les bassins versants, et puis une illustration du terroir de Sobe qui a été très étudié depuis longtemps, plus en détail. Donc on a des couches et des informations à différentes échelles. Alors, la question des entrepôts, donc l'idée ici, c'est que c'est à travers les entrepôts qu'on peut rendre visibles les données, les rendre accessibles, interopérables et réutilisables, donc selon les principes FAIR qu'on appelle. Et donc le projet se donne comme ambition de faire un inventaire des entrepôts existants au Sénégal, quel que soit leur type, et donc de faire une cartographie et un diagnostic, donc justement selon ces principes. Le projet organise aussi un certain nombre d'ateliers. Donc il y a un atelier qui a eu l'année dernière sur les cadres juridiques et éthiques autour du partage de données au Sénégal, réunissant tous les acteurs du domaine. Et cette année, on va organiser un atelier sur la question de l'anonymisation des données et aussi sur la gestion des données non anonymisées. Et c'est très important ici dans le cadre des observatoires parce que le fait d'anonymiser des données les appauvrit terriblement et toute la richesse de l'observatoire, c'est justement de pouvoir utiliser des données non anonymes pour pouvoir faire le lien et avoir une vision historique en fait des évolutions. Donc il y a tout un défi autour de ces questions-là. Et puis il y aura un troisième atelier sur les entrepôts, donc qui fera état de cette cartographie des entrepôts. Alors, en termes de formation, donc l'objectif c'est bien sûr de sensibiliser et de former à la gestion des données.
de la recherche. Et donc, il y a déjà donc, une formation qui a été effectuée l'année dernière de 3 jours et on va refaire une autre formation en novembre. Alors, la formation s'adresse à tous les membres d'OPSE. Donc, vous avez pu voir que les membres sont vastes. Il y a quand même 5 universités. Donc, c'est ces formations qui sont assez ouvertes. Et on va aussi organiser 3 webinaires, un sur l'introduction à la gestion des données de recherche, un sur les plans de gestion de données et un sur les entrepôts. En termes de valorisation, donc le travail va constituer à la mise en place d'une plateforme web qui va permettre de mettre aussi en ligne l'ensemble des résultats de cette recherche. On a des activités de diffusion et de valorisation comme la présentation aujourd'hui à ce colloque. On va aussi être présent au colloque Sciences ouvertes au sud à Cotonou, au Bénin, qui est prévu en octobre prochain. On va aussi organiser un atelier participatif avec les membres du consortium OPSE pour travailler sur les indicateurs à promouvoir à partir des données d'observatoire. Et puis, on va terminer l'année par une soirée débat pour présenter à un plus large public l'ensemble des résultats de ce projet et des produits qui ont été faits. Voilà, je vous remercie. Merci. On est très content de voir Global Africa Circonference dans la série. Mais vous avez aussi fait référence au colloque Sciences ouvertes qui a été organisé en 2019, qui est très très important. Je pense qu'il y a énormément de données sur le thème de ces panels qu'on peut trouver encore en ligne, justement à la suite de l'organisation de ce colloque-là. Et il y a un autre qui se prépare, qui va avoir lieu à Cotonou. Il faut se préparer à participer à ça, pour ceux que ça intéresse. Merci. On va revenir sur beaucoup de questions que vous avez soulevées. Et le troisième intervenant, c'est Abdou Beke Sow. Et Abdou le titre de sa communication, c'est Analyse de la performance d'une recherche à partir d'un dépôt institutionnel. Et il va revenir sur donc, ce dépôt qui a été mentionné par le premier intervenant, le DICAMES, un dépôt du CAMES en posant des questions nouvelles que les chercheurs ne posent pas souvent, notamment celle de l'évaluation. Merci. Alors, moi, mon intervention va porter sur 2 questions qui ne sont pas souvent associées. C'est la question d'évaluation de la recherche et de dépôt institutionnel. Alors, les nombreux travaux, si on fait une recension sur les archives ouvertes, les dépôts institutionnels, on se rend compte que les chercheurs s'occupent encore une fois de tout ce qui est enjeu d'identification de la recherche et de la mise en ligne de notre production scientifique, surtout dans un contexte africain. Alors, l'idée maintenant, c'est de voir, au-delà des enjeux de l'identification de notre potentiel documentaire scientifique, de sa mise en ligne, comment évaluer la recherche à partir d'un dépôt institutionnel. Pourquoi je m'intéresse à cela? Parce que la plupart, si on fait les évaluations qui sont faites sur la recherche africaine, en tout cas, sont faites à partir des bases de données Scopus, ScienceDirect ou Springer. Et là, on peut tout de suite comprendre que nous sommes dans une compétition qu'on pourrait qualifier de disproportionnée. Les Africains ne sont pas évalués de la même manière. C'est-à-dire, on ne peut pas la production africaine dans ces bases de données est quasiment inexistante. Nos revues locales ne sont pas indexées dans ces bases de données. Et ceci va avoir un impact sur le rang de nos universités. N'est-ce pas? Hier, il y a le professeur, comment il s'appelle encore, Adebayo, qui en parlait. Il faut que les Africains disposent de plateformes qui leur permettent d'évaluer leur propre recherche. L'objectif maintenant ici, c'est de voir comment, à partir d'un dépôt institutionnel, on peut évaluer la recherche africaine. Et là, je donnais l'exemple de la situation de l'UCAD. À partir des bases de données Scopus et ScienceDirect, on se rend compte que l'UCAD n'apparaît même pas dans les 1000 premières universités du monde. Et c'est normal. C'est parce que nous sommes évalués dans des bases de données
où nous ne sommes pas assez représentés. La seule revue sénégalaise indexée dans Scopus était Dakar Médical. En un moment, elle est indexée, ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, l'université va encore avoir une place qui n'est pas en tout cas celle qu'elle mérite dans de ces bases de données Scopus. Alors, moi, ce que je veux montrer ici, c'est comment, justement, évaluer une recherche à partir d'un corpus issu d'un dépôt institutionnel. Parce que les dépôts, on parle tout le temps de dépôt institutionnel. Oui. On parle tout le temps de dépôt institutionnel. On parle des enjeux. On parle de tout sauf comment utiliser les données d'un dépôt institutionnel pour évaluer notre propre recherche. Alors, pour cela, pour évaluer ou cartographier, en tout cas, parce que ce que je suis en train de faire, c'est cartographier la recherche à partir d'un dépôt institutionnel. Donc, quand on a un projet de cartographie, il faut d'emblée définir ce qu'on veut faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la cartographie s'appuie sur l'analyse de réseau et sur des techniques, d'autres techniques, hein, mais particulièrement sur l'analyse de réseau. En fait, c'est de cartographier la recherche à partir d'un dépôt institutionnel. Voilà. Alors, donc là, pour analyser ces données, nous avons travaillé avec un dépôt institutionnel qui est en phase test, et nous avons, dans un premier temps, intégré des références, des thèses surtout et des mémoires, pour analyser les interactions qui existent entre les directeurs de thèse et les rapporteurs. Là, c'est juste un projet. Donc, le projet d'analyse, ici, on se focalise sur les interactions qui peuvent exister entre les chercheurs. On pouvait avoir un autre projet et s'intéresser, par exemple, sur la copublication, ou bien s'intéresser à la copublication au niveau international. Et ici, nous avons analysé deux choses. D'abord, les interactions qui existent entre les directeurs de thèse et les rapporteurs. Ensuite, nous avons analysé les interactions entre les sujets ou les domaines de recherche. Alors, c'est quoi la cartographie? La cartographie de la recherche est une représentation spéciale qui montre la façon dont les disciplines, les champs, les spécialités ou les auteurs sont liés les uns aux autres par leur proximité physique en emplacement relatif aux cartes géographiques. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Diapositive, s'il vous plaît. Oui. Donc là, comment on a fait? On a mis en place un dépôt institutionnel. On a, dans un premier temps, paramétré l'outil du dépôt institutionnel. Il s'agit de DSpace, où nous avons intégré toutes les thèses. Nous avons ensuite fait une exportation de ces données, puis les analyser à partir d'un logiciel de cartographie, plus particulièrement avec... Donc, parce que mon collègue tout à l'heure parlait du DUCAMES, qui dispose également d'une archive ouverte, mais le paramétrage de l'outil est important. C'est dans le paramétrage où on définit d'abord les métadonnées qui vont nous permettre d'analyser ces relations qui existent entre les thèses, les doctorants et les directeurs de thèse, ou entre les sujets de recherche. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons apporté des modifications au niveau d'un fichier pour intégrer, par exemple, parce que par défaut, l'outil ne permet pas d'analyser ces choses-là. Nous avons intégré les directeurs de thèse, les encadrants, les rapporteurs, etc. Nous pourrions également intégrer les affiliations, par exemple pour identifier avec qui le Sénégal publie le plus. Nous pouvons intégrer également des sujets pour voir quels sont les sujets émergents et quels sont les sujets dans lesquels on publie peu, le moins. Alors, nous avons donc fait une extraction de données. Nous avons analysé avec les techniques de visualisation, plus précisément avec un outil qui s'appelle GEFI, et ça a donné ceci. Nous avons, à partir de ces données-là, cartographié la recherche à
à l'ESP avec donc le serveur test. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir justement les interactions qui existent entre les doctorants et les directeurs de thèse. Comme vous le voyez ici, en nœud, il y a des nœuds qui sont gris, qui représentent les doctorants, et les nœuds jaunes qui représentent les directeurs de thèse. Et là, quand on regarde la carte, on se rend compte d'emblée que le nœud Omar Sok c'est un professeur donc, qui a encadré plus de thèses. Et là également, on voit un autre nœud qui est de couleur grise, Chao Lamine. Ce que cela veut dire, c'est que l'auteur en même temps a été doctorant dans cette école et il est devenu enseignant-chercheur, il encadre en même temps. Donc cette représentation-là permet tout de suite de comprendre comment la recherche est organisée au niveau d'une institution comme l'ESP. Et on pouvait faire autant pour cartographier, pour voir quelles sont les universités dans le monde avec qui l'UCAD publie le plus. Ici, et là, on essaie de montrer également quelles sont les disciplines, dans quelles disciplines nous publions le plus. Et j'ai donné ici l'exemple du département de génie chimique, où, en tout cas, en ce qui concerne le corpus sur lequel nous avons travaillé, nous constatons que le département génie chimique publie le plus. Donc ces cartographies-là permettent vraiment de comprendre comment la recherche est organisée au sein d'une institution. Et c'est pas, au-delà même des doctorants, des interactions entre les disciplines, on peut également identifier quels sont les laboratoires dans le monde avec qui l'UCAD peut publier, quelles sont les revues qui ont plus d'impact, quels sont les domaines émergents et comment identifier les collaborations régionaux et internationaux. Donc l'objectif de cette communication est tout simplement de dire que nous avons aujourd'hui des outils qui nous permettent d'évaluer notre propre recherche. Et justement, le CAMES est en train de travailler dans ce sens en mettant en place une base de données de reconnaissance et d'indexation des revues de l'espace CAMES. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous faire évaluer par des institutions étrangères. Nous n'avons pas également besoin des données de Scopus pour évaluer notre propre recherche. Ces données-là, ces statistiques sont biaisées. Je m'en suis rendu compte également lorsqu'on travaille, quand je suis certains de nos chercheurs qui ont un H-index de 3 dans Scopus, mais dans la réalité, qui devrait avoir un H-index beaucoup plus important. Donc cette évaluation, c'est tout simplement parce que nos revues locales plutôt, ne sont pas indexées dans ces bases de données. Donc moi, je pense qu'ici, c'est le moment de réfléchir sur comment avoir un dépôt institutionnel ou un outil qui permettrait d'évaluer la recherche en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez aussi soulevé vraiment beaucoup de questions extrêmement importantes. Et, vous avez terminé sur le fait d'avoir un instrument, des mécanismes d'évaluation propres. C'est vrai, c'est important. Il y a beaucoup de questions techniques qui sont posées quand même. Hein. Les revues, les citations là, les revues, il y a des normes. Quoi. Les revues ne remplissent pas toutes les normes. Il y a plein de revues qui sont... Ce que ça permet de faire justement, c'est de corriger en amont et faire en sorte qu'on ait des revues fonctionnelles qui répondent aux normes scientifiques aussi. Quoi. Donc vous avez bien raison de souligner le fait qu'il y a énormément de choses qui sont laissées en dehors des grands repositoires là, et des grandes mesures d'évaluation. Voilà. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on devrait travailler également. Et la cartographie est fascinante. Je pense que vous avez bien montré l'intérêt d'avoir cet exercice-là qui permet de voir vraiment tellement de dimensions. Donc merci. Alors, il reste encore un intervenant. C'est Gilbert Willy Thio Babena. Et Gilbert va nous parler
du grenier de savoir. C'est un incubateur de revues et un observatoire des attitudes face... Non, enfin, le titre, c'est le grenier de savoir, incubateur de revues et observatoire des attitudes face au mouvement de la science ouverte. Et il est de l'Université de Maroc au Cameroun, comme on a dit. Alors, vous avez la parole. Bien, merci à tout le monde. Bonjour. Je ne vais pas rappeler ici, c'est déjà affiché le titre de ma communication, mais je veux quand même pour commencer dire que ce que je vais présenter est un peu précurseur à ce qui se fait dans Global Africa. On a lancé il y a 2 ans cette petite plateforme avec à peu près les mêmes axes qu'on retrouve dans Global Africa à la veille du colloque sur la science ouverte à Dakar en 2019. Donc c'est un peu une communication qui revient un peu sur ces différents éléments et je vais à la fin appuyer à ce que j'ai déjà suivi dans Global Africa pour voir comment est-ce que les projets peuvent s'articuler. Alors, je vais commencer par une petite histoire ou alors essayer un peu de faire historien, même si je ne suis pas. L'histoire commence à peu près en 2011 avec la création de l'association Sciences et Biens communs. Judicaël en a parlé. Et l'association qui met sur pied les éditions Sciences et Biens communs dont la vocation est de publier des ouvrages entièrement en libre accès. Les auteurs du Sud, ou alors des Suds, parce qu'il y a 2 Suds, on va parler de l'Afrique subsaharienne et de l'Amérique latine, publient gratuitement. Ceux du Nord peuvent apporter des ressources dans les institutions, lesquelles vont servir en réalité à financer d'autres projets de livres. Donc, et les livres sont entièrement libres, mais on peut également avoir des versions papier sur commande. Donc, j'interviens, je suis membre de l'association et je dirige une collection Sciences et Biens communs. Et il y a ce livre très important sur la justice cognitive, le libre accès et les savoirs locaux. Judicaël en parlait tout à l'heure, je ne reviens pas dessus, mais c'est aujourd'hui comme un manifeste de la science ouverte, surtout lorsqu'on va parler des aires Afrique, Haïti. Et c'est très important parce qu'on retrouve vraiment des fondamentaux et des éléments assez intéressants. Mais le livre, il faut signaler que il est né du projet SOA 2015-2017. Et à la suite de ce projet, il y a eu énormément de demandes à l'association. C'est une association des chercheurs, des citoyens, en termes de publication, de visibilité de la recherche. Ça allait dans tous les sens et c'était tellement énorme. Il a donc fallu s'intéresser à un moment donné comment est-ce qu'on pourrait donner un espace de visibilité, de promotion de la recherche, de publication même de la recherche de tous ces chercheurs, étudiants, professionnels et citoyens. Il y a eu, on a mis sur pied l'association Science Afrique, mais qu'on a essayé de légaliser au Bénin, mais on a rencontré quelques petits problèmes. Et puis au sein de cette association, on a porté dans le Grenier des Savoirs, qui est une petite plateforme de revue, disons, c'est davantage un incubateur et un observatoire. C'est en 2019, j'ai dit le lancement, c'était dans les locaux de ENDA, à Dakar. Alors, vous parlez du grenier de savoir. Il s'agit en réalité de l'histoire d'une dame, Florence Piron, on en a déjà parlé. Et je veux dire ici que Florence Piron, sans revenir sur sa biographie, moi je vais retenir dans un de ses textes qui s'appelle « Qui sait le libre accès en Afrique et en Haïti ». Et à l'intérieur, elle dit ceci: l'aide au développement scientifique de l'Afrique devrait donc être orientée bien plus vers le développement local d'outils et le renforcement des compétences numériques des universitaires et des bibliothécaires. Nous sommes partis en réalité de cette idée lorsqu'on a commencé à construire la plateforme avec des outils simples et nous avons porté des projets de formation, des auteurs, des comités de rédaction, des comités scientifiques sur le libre accès, des travaux en Afrique, Haïti et dans le monde. Nous avons essayé de mettre en avant l'idée de science pluriverselle avec la valorisation des épistémologies du Sud, tant bien du Sud que du Nord, et le concept de justice cognitive qui veut valoriser en réalité cette littérature grise dont on a parlé, cette réflexion qui n'est pas tout à fait aboutie, mais qui fait déjà science en fait.
il y a eu la question de financement qui s'est posée. Je veux dire ici que le grenier a essentiellement été financé de la poche de Florence Piron jusqu'à son décès. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et c'est le lieu pour moi de le dire. Mais il y a également beaucoup de volontaires au sein de l'association qui apportent davantage de la compétence pour faire fonctionner le grenier. Et à sa mort, Florence a laissé 60 000 dollars dans un fonds, le fonds. Mais ça ne donne pas. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Bien, le grenier de savoir, c'est 50 formations, à peu près, plus de 50 formations sur le libre accès, une trentaine de projets de revues, parce qu'en réalité, chez nous, les projets de revues, c'était quoi? C'était comme des graines qu'on prend et puis on va semer, on va arroser et tout le reste. C'est donc 15 revues au départ qui ont réussi à se constituer. Et la promotion du plurilinguisme, parce que les résumés sont traduits en langue africaine. Il y a le Hausa, le Swahili, le Gomala, le Mori, le Zulu, les Hondo. Il y en a tellement, je ne peux pas tout citer ici, mais c'est un peu ça. Et quelquefois, on a fait appel à des traducteurs professionnels qui travaillaient de façon bénévole, mais pour, dans l'esprit de visibiliser davantage ces résultats dans les langues africaines. Donc, on revient à savoir, globalement, sur les 15 projets, c'est 7 revues qui ont réussi véritablement à être incubées. Et c'est 19 appels à texte qui ont été lancés en 2 ans par ces revues. C'est 6 appels à texte en prépa. C'est 348 résumés soumis au total. C'est 175 textes rédigés soumis déjà, parce qu'après, il faut pouvoir rendre le texte. On a dit oui, on veut, on a une intention. C'est 393 évaluations. C'est 10 volumes publiés par ces revues. C'est 103 textes publiés. C'est 4 volumes en prépa. Et il y a des appels en cours. J'en ai parlé. Mais au sein du grenier également, on a pu observer un certain nombre d'attitudes en rapport avec le libre accès. Je fais juste quelques remarques sur les textes soumis aux revues. Il y a ce problème d'ouvrages fondamentaux. Nous, on fait en réalité de la formation, on accompagne les auteurs et on les aide à améliorer en réalité la qualité de leurs textes. Et on s'est rendu très vite dans l'analyse des textes qu'on avait, ou alors l'analyse du corpus bibliographique, que beaucoup d'auteurs africains avaient des problèmes d'accès aux ouvrages fondamentaux publiés en version papier. Du coup, il se développe une sorte de citation de seconde main, mais qu'on fait passer pour des citations de première main. Mais très vite, lorsqu'on lit, on se rend compte que l'auteur n'a vraiment pas eu accès au texte, mais il fait semblant d'avoir eu accès au texte, en fait. Et nous, quelquefois, on le trouve, soit le texte, soit on essaie en fait de trouver d'autres références qu'on envoie parfois aux auteurs. Et du coup, il y a aussi ce problème, cet accroissement du plagiat. Et nous, on a une façon différente de traiter le plagiat. Ce n'est pas automatique, ça c'est manuel avec Google, mais c'est un travail très minutieux. Mais à la fin, on peut dire clairement à l'auteur, bon, écoute, ton texte, voilà ce passage dans Percé, voilà la source et tout le reste. Et puis, à la fin, on se retrouve avec des textes qui sont élagués parce qu'en fait, en amont, c'est un problème de formation. Et on a donc donné des formations aussi sur le plagiat. On a le guide méthodologique décolonisé et pluriversel de la recherche scientifique en sciences sociales. Et à l'intérieur, il y a tellement de modules qui abordent. Donc, on accompagne les auteurs avec beaucoup de patience et on arrive... Bon, le bon dedans, c'est que des doctorants, des étudiants publient aussi individuellement, ce qui n'était pas très classique en Afrique, parce que très souvent, les doctorants et les masterants, ils publient avec le directeur de thèse. Ils ne prenaient pas souvent l'initiative de publier seuls. Il y avait comme cette peur-là, et on a réussi à décomplexer. Et aujourd'hui, ils portent des textes ancrés et à la première personne. D'autres... rapidement sur l'évaluation. Alors, c'est qu'il y a une sollicitation excessive des évaluateurs qui acceptent d'évaluer sans être rémunérés. Ça, et il y a aussi, on a remarqué des évaluations fantaisistes. Ça veut dire une décision dure, texte refusé, mais lorsqu'on reprend le texte,
en termes de révision, il est vide, il n'y a rien. Et, autres. Et ça, ce sont des choses qu'on a pu observer. Il y a le problème qu'en Afrique, si en Occident, on évalue, c'est normal qu'un chercheur évalue en Afrique, c'est considéré comme un travail. Donc certains chercheurs aimeraient être payés pour cette tâche. Donc, on a mis sur pied un système, le système d'auteurs-évaluateurs. Ça veut dire que les premiers auteurs sont potentiellement des futurs évaluateurs à partir du moment où les prochains textes rentrent dans ce champ. Mais bien évidemment, c'est du peer review. Ce qui est important, ou alors l'aspect positif autant pour moi, sur l'évaluation, la petite remarque, c'est que, voilà, je l'ai déjà dit, donc je peux continuer rapidement et on va continuer sur les revues en libre accès. Donc il y a cette difficulté en réalité, parce qu'on a pu aussi observer, de faire travailler les différentes équipes à travers l'Afrique francophone, dans les différents pays. Vu qu'il n'y a pas cette matérialité physique, c'est un problème. Mais il y a également ce problème de soutien financier, puisque les chercheurs se retrouvent à travailler juste avec leur intelligence. Nous apportons certes un appui technique, logistique, infrastructure, parfois même intellectuel, parce que c'est vraiment beaucoup de compétences. Donc, je l'ai dit, j'ai aussi parlé de ceci, c'est-à-dire la difficulté à recruter des évaluateurs désintéressés. On a également remarqué ce problème-là. Et l'aspect important, c'est qu'on on pense qu'il faudrait loger les revues dans les labos et leur octroyer en fait au moins un petit budget de fonctionnement annuel. Au regard de tout ce que nous avons fait, c'est un peu ce qui transparaît. Et nous n'avons pas réussi à le faire, nous avons réussi avec une revue, mais ça a été un peu compliqué parce qu'on avait l'un de nos objectifs, c'était d'amener les revues en version papier, parce que le problème que Abdou posait tout à l'heure, c'est cette invisibilité. Or, il y a encore, je parlais en 2019 de ce fétichisme du papier, c'est-à-dire que les chercheurs africains considèrent en fait les revues papier comme des meilleures revues. Mais ils partent de citer des auteurs occidentaux qui ont publié en libre accès. Mais lorsque les auteurs africains, en réalité, publient en libre accès, ils se disent que ce n'est pas de la bonne qualité. Ça, j'ai fait une enquête sur la question et vraiment, c'était ahurissant de découvrir cela, quoi. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de revues qui veulent migrer puisque ça demande des moyens et tout ce qui est administratif. Donc, on va sortir par ce point. Donc, au niveau des textes, on a remarqué en fait, au niveau des auteurs, l'écriture est davantage située, ancrée, réflexive. Réflexive, autant pour moi. Donc, ça, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, des auteurs qui osent citer des épistémologues du Sud et quelquefois s'essayent également à proposer des réflexions. Donc, une amélioration de la sécurité des savoirs, mais ça c'est encore à vérifier ou à mesurer. Et une catégorisation du type de texte en articles, notes de recherche, questions de recherche, synthèse et débat, retour de terrain, parce qu'on a des professionnels qui quelquefois veulent publier. Et ce sont des données, ce sont des données de terrain, des ONG et tout le reste. Et on s'est dit qu'il était bien en réalité d'apporter une certaine visibilité à ces données. Donc, oui, on a également quelques auteurs du Nord qui ont publié dans ces revues ou qui s'en sont intéressés. Et puis voilà. Donc, on sort définitivement par ce point. Voici les 7 revues qui ont effectivement réussi à être incubées. Et le fonds, j'ai parlé tout à l'heure du fonds Florence Piron. Le lien, il est là. Mais nous, on ne peut pas vivre sur le long terme, je veux dire. Parce qu'en fait, il y a cette question de moyens qui se pose. Avec l'AFD, on a cherché les mêmes financements que Global Africa. Oui, il faut le dire. Et nous n'avons pas eu ces financements, mais nous sommes heureux aujourd'hui que Global Africa propose, et là j'en discutais avec Armel, cette possibilité d'offrir un support technique à ce type de revue. Parce que nous, en fait, notre idée, c'est solidifier ces revues et les faire migrer vers d'autres plateformes. Donc, ce serait intéressant que Global Africa concrétise cet aspect, ce volet de la question. Je vous remercie. Merci.
Merci infiniment. Il y a aussi encore une très très bonne présentation, très intéressante. Le titre déjà, Les greniers du savoir. Et tout ce que vous avez dit sur les revues, sur l'évaluation par pair, la traduction, langue, ça, je crois que c'est une question importante. La formation et tout le processus d'accompagnement. On n'a pas beaucoup de temps, mais on a le temps de prendre quelques questions et avoir un échange avec la salle.